Patrick Sauce, j'aimerais qu'on regarde ensemble ces images, parce que la suite, elle se joue là. Ici, on y est au niveau du centre de Haïm, qui est un complexe spécial. On est sur la base militaire de Haïm. Il y a des hélicoptères qui sont prépositionnés. 7 hélicoptères pour 7 otages. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter? On peut l'imaginer. On a les détails qui sont donnés cette fois-ci très officiellement par l'armée israélienne. Les 7 ex-otages sont en ce moment en train de rouler dans la bande de Gaza. Ils vont aller jusqu'à un premier point, j'insiste bien sur ce fait, dans la bande de Gaza, un premier point occupé à la fois par l'armée israélienne et par le Shin Bet, les services de renseignement. Et ensuite, le convoi, sans doute, cette fois-ci totalement israélien, comme on l'a déjà vu à d'autres occasions, où vous aviez en fait les véhicules de la Croix-Rouge qui s'arrêtaient devant les autorités militaires israéliennes. Et ensuite, ça y est, les Israéliens transportent les Israéliens vers la base de Reim, avec des images qui seront extrêmement fortes. Les familles très très proches, vraiment, parents, frères, sœurs, sont là. Il y a un petit check-up, un petit examen de santé, un premier examen. Ce que disent les médias israéliens, c'est que les 7 hommes qui ont été remis à la Croix-Rouge se tenaient debout. Alors évidemment, là encore, il y a la mise en scène. On a su aussi lors des autres opérations de libération qu'il y avait des drogues qui avaient été administrées sur certains des otages pour faire en sorte, ça avait un petit peu troublé les téléspectateurs de voir qu'il y avait des sourires avec cette foule, des images encore une fois de propagande. Donc ils se tenaient debout, mais évidemment l'examen permettra d'en savoir plus. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un dispatch, c'est-à-dire que s'il y a quand même un État qui n'est pas jugé vraiment satisfaisant, on va au plus vite, au plus près, c'est-à-dire à l'hôpital de Beersheva, et sinon on prend l'hélicoptère jusqu'à Tel Aviv, mais on est en Israël, c'est-à-dire que les distances sont vraiment pas très longues, surtout en hélicoptère. L'armée israélienne qui confirme à son tour à l'instant que 7 otages ont bien été remis à la Croix-Rouge. On parlait d'une vingtaine, 20 otages encore vivants, François Clémenceau. On entendait ces gens qui disaient ils sont en train de jouer avec nos nerfs finalement, le Hamas. Ces 7 otages, est-ce qu'il faut s'attendre toute la journée, au compte-gouttes comme ça, à voir l'armée procéder à ces libérations? Alors, pour l'instant, le Hamas dit que les 13 autres vivants seront remis d'ici quelques heures seulement, probablement d'ici 10 heures, heure locale. Donc ça veut dire que cette première partie-là, ce sera réglé dans les conditions que vient de décrire Patrick, qui sont toujours un peu délicates, mais ce sera fait. Après, il y a une opération très compliquée qui se met en place, c'est la récupération des otages morts. Et là, il y en a plus, presque une trentaine. Et le Hamas disait encore hier qu'il ne savait pas où étaient encore certains d'entre eux. C'est-à-dire que ce sont des cadavres qui sont sous des décombres, qui n'ont pas été récupérés, qui n'ont pas pu être conservés. Et donc là, il va y avoir un travail très difficile et qui va nécessiter, à un moment ou à un autre, l'intervention de l'armée israélienne. De retourner finalement dans la bande de Gaza, c'est-à-dire que le Hamas ne confiera pas ses dépouilles, elle donnera le lieu probable de localisation de certains de ces otages morts. Et là, l'armée israélienne enverra ses forces spéciales vérifier si oui ou non il y a effectivement des cadavres d'anciens otages. Par des alliés internationaux, parce que c'est une task force internationale qui va s'occuper de localiser, de rapatrier les dépouilles. Après seulement. Et donc, et voilà. Et ça, ce sera la première partie. Pendant ce temps-là, vous avez tout de même un élément extrêmement important, c'est que les camions d'aide humanitaire rentrent, ça y est, un premier convoi est arrivé hier, un deuxième est prévu, il y a 400 camions de vivres qui attendent aujourd'hui à Rafah pour pouvoir continuer cet acheminement de l'aide humanitaire, pour pouvoir profiter à ceux qui sont en train de se déplacer et de rentrer chez eux. Il ne faut pas oublier ça, 200 000 personnes sont en train de remonter et d'arriver chez eux, et ils ont besoin d'une assistance immédiate. Nourriture, médicaments, tentes, couverture, chauffage, tout ça est en train également de se mettre en place. Et une fois que vous avez dit tout ça, oui, effectivement, la première phase sera terminée, on entrera dans la deuxième, et c'est cet après-midi qu'on commence à décrypter, déchiffrer, analyser ce qui va être le plus difficile, c'est-à-dire la suite. La suite, avec le ce sommet pour la paix à Gaza. Le désarmement du Hamas et les négociations pour une autorité provisoire. Hors de question, dit ce matin le Hamas, d'être désarmé. On y reviendra, on en parlera. Beaucoup de questions effectivement sur la suite, mais dans l'immédiat, le soulagement, enfin, après 2 ans d'attente interminable, 2 ans de calvaire, 2 ans de cauchemar. Vous disiez tout à l'heure, Benjamin Petrover, c'est une page
terrible de l'histoire d'Israël qui est en train, elle va être longue à tourner, mais qui est en train de se refermer, d'être tournée ce matin. Clémence Dibou, on vous retrouve place des otages où l'on a exulté à l'annonce de la libération de ces 7 premiers otages. Je peux vous dire que l'écran géant, il est derrière moi. J'ai pas besoin de me retourner pour savoir qu'il y a une information importante qui arrive parce que tout le monde applaudit en général et c'est comme ça qu'on sait ce qui se passe. Là, je suis avec Ben et sa femme qui sont venus avec leur petite fille de 6 mois. Et pourtant, c'est pas la première fois qu'elle vient place des otages, mais pour eux, c'est important. Elle n'était pas née, évidemment, cette petite, le 7 octobre 2023. Donc pour eux, c'est tout un symbole. On va passer en anglais pour poser la question à Ben. Ben, why it's important today to come Ben, pourquoi c'est important pour vous de venir avec votre famille et surtout avec votre petite fille? Bonjour. On a voulu venir ensemble, en famille, avec les enfants, les bébés, pour lui montrer ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de mauvais. Et aujourd'hui, c'est vraiment un bel événement. Un événement lié à l'espérance. On attend tous des lendemains meilleurs. Et on a voulu faire ça avec elle. Une journée positive, une journée pour la paix, de l'espérance pour son avenir, sans guerre, sans problème, sans événements comme ça. Vous n'avez pas de lien avec les otages, si, mais malgré tout, tout le monde célèbre ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le plan? Vous allez faire ça en famille, sans les connaître, c'est ça? Exactement, on vient, on se réunit et on est ensemble dans les jours de bonheur, les jours de malheur, on est ensemble avec les familles des otages, les familles des soldats. Il a fallu beaucoup d'efforts pour en arriver là. Ensuite, on ira dans notre maison de famille avec tous les enfants, toute la famille, et puis le soir avec les amis, avec les gens, les amis qui viennent d'Amérique, du Royaume-Uni, on fera la fête et on partagera tous notre bonheur. Ça fait longtemps qu'on attend qu'ils rentrent, très longtemps qu'on les attend tous, et on espère qu'on aura un avenir meilleur, un avenir de paix et de sécurité pour notre fille. Ces familles d'otages aujourd'hui qui ont vécu déjà 2 libérations d'otages en novembre 2023 et en février 2024 et qui attendaient elles aussi que leurs proches soient libérés. Il semble que ce soit le cas en ce moment, en tout cas pour les 7 premiers otages, ces 20 otages de libération de ce matin, ces 7 premiers otages qui sont donc, selon les médias israéliens, dans les mains de l'armée israélienne en ce moment même. C'est ce qu'annonce N12, l'écran géant qui est derrière la télévision israélienne. Il est bientôt 8h, Clémence Dibou, on vous retrouvera dans quelques minutes. Un mot peut-être, Johanna, vous êtes notre psychologue, on avait envie de vous entendre, on ne ressort pas indemne de 2 ans de captivité, 2 ans dans les tunnels du Hamas. Qu'est-ce qui est le plus dur maintenant on peut parler d'ex-otages? Oui, complètement. Évidemment, les symptômes d'un psychotrauma comme celui-ci, le psychotrauma de guerre, qui est un psychotrauma extrêmement sévère, ne se lèvent pas avec l'annonce d'une libération d'otages après 736 jours en enfer. Donc là, ce qu'il va falloir faire dans les premiers temps, de façon très pragmatique, c'est de leur montrer qu'ils sont en sécurité. C'est pour ça qu'on les casque, pour qu'ils soient à l'abri du bruit. Certains ne supportent pas la lumière, ils vont avoir des lunettes. Et on leur donne très rapidement des objets. Vous avez peut-être vu lors des précédentes libérations, on voit des peluches, des nounours, des couvertures. C'est pas des cadeaux, c'est leurs propres effets personnels donnés par la famille pour qu'ils retrouvent du réconfort, la sécurité et des odeurs. Et ensuite, très rapidement, ils seront évalués par des médecins pour voir dans quel état de santé ils sont, souvent de malnutrition. Et ensuite, la prise en charge psychologique pourra démarrer. Il est 8h, bienvenue si vous nous rejoignez à la suite de notre édition spéciale. Les larmes de joie ce matin, place des otages à Tel Aviv. Après 2 ans de calvaire, 2 ans de cauchemar, les derniers captifs du Hamas sont de retour. Les 7 premiers otages ont été libérés, accueillis par le comité international de la Croix-Rouge. Il en reste 13 autres. Ils retrouveront leur famille sur la base militaire de Raïm avant, pour certains, d'être transportés via des hélicoptères vers plusieurs hôpitaux de la région de Tel Aviv. Clémence Dibou, on vous retrouve place des otages où l'on a veillé toute la nuit et où l'on assiste depuis ce matin à des scènes de liesse, enfin. Oui, les premières personnes, elles sont arrivées aux alentours de minuit. Et pour vous dire que celles qui n'avaient pas quitté la place, en fait, il y a eu du monde toute la nuit. Là, il y a une organisatrice qui a pris la parole tout à l'heure sur scène pour dire qu'il y avait en ce moment même 65 000 personnes au petit matin et ça continue d'arriver. Évidemment, chaque événement est relayé. On entend des applaudissements dans la foule parce que, et là, ils sont en train... Ça y est, on l'avait annoncé, hein, mais la présentatrice de la N12 est en train de dire
Elle donne les noms des 7 personnes, des 7 otages qui sont en ce moment même remis à l'armée israélienne. Je vous donne les noms qu'elle est en train de donner. Alon Ohel, Matan Angres, Ethan Mor, Ethan Horn, Ziv et Gali Berman, les jumeaux, et Guy Gilboa Dahal. C'est ce qu'elle est en train d'annoncer. Ils ne sont désormais plus otages, mais ex-otages dans les mains de l'armée israélienne. On peut imaginer le soulagement de ces familles après plus de 700 jours de captivité. Ces familles qui ont déjà vécu 2 libérations d'otages en novembre 2023, en février 2024 et qui elles aussi attendaient leurs proches. Ces 7 premiers Israéliens sont désormais ex-otages dans les mains de l'armée israélienne. Et si j'en crois ce que dit la N12 derrière moi, la télévision israélienne, les premiers éléments de leur état de santé, c'est à prendre avec prudence, mais c'est ce qui est annoncé à la télévision israélienne, les premiers éléments sur leur bilan de santé est plutôt bon. Plutôt bon, donc malgré, on l'imagine, une santé faible après 2 ans de captivité. Regardez ces images, celles des ambulances de la Croix-Rouge qui ont donc récupéré les 7 premiers otages, bus et ambulances de la Croix-Rouge, 7 premiers otages. Il en reste 14 vivants, selon le décompte des autorités israéliennes, 14 qui devraient être remis donc par le Hamas aux autorités israéliennes, à l'armée, dans les prochaines heures. Nous suivons depuis ce matin en édition spéciale cette libération après 737 jours de captivité, 48 otages encore détenus par le Hamas. Il en reste une vingtaine vivants, 7 ont été remis. On va revenir sur les moments forts de cette journée, de cette matinée, avec Antoine Fernandez. Voici les 7 premiers otages libérés ce matin à 7 h par le Hamas. À Tel Aviv, sur la place des otages et à l'annonce de cette première salve de libération, une explosion de joie. À moins de 5 km de la bande de Gaza, des hélicoptères de l'armée israélienne, dans l'attente, prêts à transporter les otages vers les 3 hôpitaux israéliens préparés pour les accueillir. Sur les lits, un mot de Benjamin Netanyahou. Au nom de tout le peuple d'Israël, bon retour. Nous vous attendions, nous vous embrassons. De l'autre côté de la frontière, à Khan Younes, le Hamas se prépare à rendre les otages restants. Sur les 48 qui seront rendus à Israël, 20 sont encore en vie. À la prison d'Ofer, en Israël, plusieurs véhicules de l'armée se tiennent également prêts. L'armée israélienne, comme le prévoit l'accord, doit libérer près de 2000 prisonniers palestiniens. Alors il en reste donc 13 qui vont être libérés là dans les prochaines minutes, prochaines heures, en tout cas dans la matinée. 7 otages libérés, les 7 premiers otages. Sonia, on va apprendre à les connaître davantage avec vous. 7 visages déjà libérés par le Hamas. Vous voyez tout d'abord Alon Ohel, pianiste de talent, qui devait, quelques jours après cette attaque, débuter des études de musique dans une école réputée, capturé dans un abri. Il revenait tout juste d'une excursion de plusieurs mois en Asie. Nous avons évidemment les frères Berman, Ziv et Gali, des jumeaux de 28 ans, enlevés au kibboutz de Kfar Aza. Ils travaillent ensemble dans le domaine de la production musicale. Leurs parents et leurs frères aînés, eux, ont survécu à l'attaque. Nous avons également Matan Angrest, 22 ans, sous-officier, capturé dans son char après avoir tenté d'empêcher l'infiltration des terroristes près de Nahal Oz. Il y a également Guy Gilboa Dahal, 24 ans. Il participait à sa première rave party à ce festival de Doha. Il travaillait dans l'informatique et sa famille a appris son enlèvement très rapidement en visionnant une vidéo de lui et de son meilleur ami ligoté dans un tunnel de Gaza. Omri Mira, nous en avons parlé, c'est l'otage le plus âgé qui était en captivité aux mains du Hamas, kidnappé dans son kibboutz de Nahal Oz. Sa femme et ses 2 fillettes de 2 et 6 ans avaient-elles été laissées libres. Et puis il y a également Ethan Horn, enlevé au domicile de son frère au kibboutz de Nir Oz. Son frère diabétique avait lui aussi été enlevé, mais il avait été libéré en février dernier. 7 otages donc déjà libérés, remis à la Croix-Rouge. Il en reste 13. On avait un peu peur, François, avant le début, ce matin, en commençant cette édition spéciale. On se disait que tout pouvait finalement capoter, et vous nous le disiez, à la dernière minute. Oui. Les opérations ont démarré. Manifestement, elles se déroulent normalement. Il en reste 13. Est-ce qu'on peut craindre, le Hamas dit qu'il respecte, lui, les modalités de l'accord. Est-ce qu'on peut toujours craindre une remise en cause de dernière minute ? Déjà, par rapport à ce qui avait été négocié, il y a une rupture. C'est-à-dire qu'il devait y avoir la libération des 20 en même temps. Et ça, là, on est pour l'instant sur
de libération différée. Après, il y a le plus compliqué. On va voir comment se passe la libération des 13 suivants. Mais après, vous avez cet épisode extrêmement difficile pour les familles, d'un point de vue logistique, pour l'armée israélienne, pour le Hamas également, de redonner à Israël les 30 et quelques cadavres d'otages qui sont morts. Certains sont morts sous les bombardements, certains sont morts d'épuisement, certains sont morts de maladie. Ils sont morts en captivité et certains ne sont plus accessibles pour les terroristes. Ils ne savent peut-être même pas où ils sont parce que depuis, il y a eu des événements qui ont fait s'effondrer des immeubles, des tunnels et donc il y a une difficulté. Ça va être extrêmement compliqué. Ces cadavres devaient être rendus ce soir. Ce n'est pas sûr qu'il y ait l'ensemble, en tout cas, de ces conditions qui soient réunies. Et puis, vous avez cet après-midi, tout de même, parce qu'on va en discuter à Sharm el-Sheikh avec non pas les Israéliens, les Palestiniens et le Hamas, mais avec tous les autres chefs d'État de la région. On va essayer de se mettre immédiatement au travail pour la suite. Et la suite, j'allais dire, on entre dans le dur. Le désarmement du Hamas qui refuse pour l'instant de redonner ses armes. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui veulent partir? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui veulent rester? Et à quelles conditions? Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on met en place le tout début, l'embryon d'administration provisoire sur cette bande de Gaza où 80% des bâtiments sont endommagés ou totalement détruits, où il n'y a aucune possibilité d'organisation de vie économique ou humanitaire? La guerre n'est pas terminée, comme le dit Donald Trump. On n'en est qu'à la première phase de ce plan de paix, alors que l'on voit ces milliers de personnes qui sont réunies place des otages à Tel Aviv pour célébrer enfin ce retour à la maison de ces 20 derniers otages vivants aux mains du Hamas. Clémence Dibou, Benjamin nous disait il y a quelques instants, selon les premiers éléments des bilans de santé qui nous parviennent, ils sont dans un état plutôt bon, ce sont ces termes. Dans quel état est-ce qu'ils peuvent se trouver? Dans quel état physique, psychologique, après 2 ans de captivité? Alors ça, c'est une vraie question parce que tous les 20 otages qui vont être libérés aujourd'hui ont un point commun. Ce ne sont que des hommes qui ont entre 20 et 35 ans, à une exception près. Pour le Hamas, c'était la monnaie d'échange qui avait le plus de valeur. Parce que pour le Hamas, tout homme qui a entre 20 et 35 ans, la grande majorité sur les 20, il y en a 11 qui ont été capturés au Festival Nova. Donc c'était des danseurs. Mais pour le Hamas, un homme qui a une vingtaine d'années, c'est un soldat de Tsahal. Donc on imagine le traitement qui a été réservé à ces otages. Ce sont ceux qui sont restés le plus longtemps à Gaza, 2 ans, quasiment jour pour jour, et surtout, plus de 2 ans jour pour jour, et surtout, c'est eux qui ont dû recevoir le plus de sévices. Certains ont été torturés, on le sait, parce que lors d'une précédente vague de libération, un otage a raconté qu'il a vu quelqu'un qui était avec lui, qui a été emporté pour un interrogatoire et qui n'est jamais revenu. On imagine donc le traitement qui a été réservé. On imagine aussi ce qu'ont dû subir ces hommes qui ont entre 20 et 35 ans, qui ont été les otages les plus longs à Gaza, et que le Hamas a dû certainement interroger parce que le Hamas veut connaître les secrets de l'armée israélienne, imagine qu'il y a des codes, imagine qu'il y a des process, il veut tout avoir. Le Hamas n'est pas moins intelligent que d'autres groupes terroristes et il voulait évidemment tenir le plus possible d'informations et soutirer le plus possible d'informations des otages. On saura donc dans les heures qui viennent dans quel état physique ils sont, état psychologique, on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a véritablement en Israël un travail qui a été fait pour préparer l'après. Le 7 octobre ne va pas se terminer ce soir. C'est pas vrai, c'est toute une société qui va devoir se reconstruire, on en parlera peut-être tout à l'heure, une société totalement divisée, notamment éclivée autour de Benjamin Netanyahou et de la gestion de cette guerre qui a été extrêmement longue, qui a été contestée, mais même pour les otages et pour les familles d'otages, il va falloir maintenant se reconstruire, et ça c'est une étape très compliquée. Et la reconstruction justement pour les ex-otages, elle va démarrer à l'hôpital avec une prise en charge particulière, un protocole extrêmement strict en ce qui concerne l'alimentation, la luminosité aussi, vous allez le voir, puisqu'ils viennent de passer 2 ans dans les tunnels. Notre envoyé spécial Clémence Dibou et Julie Rosaire ont pu visiter l'hôpital Irilov où seront accueillis, l'un des 3 hôpitaux où seront accueillis dans quelques minutes, dans quelques heures, les premiers ex-otages. Regardez.
Quel bonheur de vous revoir. C'est ce panneau dans ce département de l'hôpital d'Irilov à Tel Aviv qui va pouvoir recevoir jusqu'à 10 otages ici même. Alors en tout cas, les chambres sont prêtes. Comment ça se passe? Eh bien, pour chaque chambre d'otage, il y a juste à côté une chambre pour les familles avec plusieurs lits pour que ces otages, eh bien, ils puissent être avec leurs proches en permanence dans l'hôpital. Juste à côté, si on va ici, on voit bienvenue. C'est la chambre d'un des otages qui est prête. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Il y a des affaires de première nécessité parce qu'ils vont évidemment sortir sans effet personnel. Et puis, il y a aussi un travail tout particulier qui a été fait sur la lumière, sur la luminosité, parce que 2 ans après avoir été dans les tunnels de Gaza, eh bien, on ne sait pas comment ils vont recevoir la lumière du jour. Il y a tout un programme aussi diététique, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont pu recevoir comme nourriture ou pas. Et donc, ce sera adapté. Il y a un autre lit ici, justement, pour un autre proche, s'il le fallait. Une équipe médicale dédiée en permanence pour ces otages, psychologues, psychiatres, assistants sociaux aussi également. Le protocole sanitaire en vigueur stipule qu'ils doivent rester au moins 5 jours ici dans l'hôpital, plus s'il le faut, au moins 5 jours donc avant de pouvoir retrouver leur famille élargie, leurs amis et surtout tout un pays qui les attend.